Mesdames et messieurs, Oscar Galapagos, je suis ravi de vous retrouver pour notre chronique quotidienne « La culture, c'est de la miel ». Alors à ce propos, si la culture, c'est de la miel, comme vous le savez, alors l'écriture, qu'est-ce que c'est, hein? Eh bien alors à ce moment-là, l'écriture, ce serait de la gelée royale, hein, ce serait vraiment le miel de la miel, ce serait le truc, la nourriture qu'on réserve à la reine. Hein. Et oui, lorsqu'on pense à la culture, à ce qui fonde la culture, lorsqu'on essaye de réfléchir un petit peu sur les fondements de cette culture, sur ce qui l'entretient, sur ce qui permet sa diffusion, sur ce qui la médiatise, sur ce qui la véhicule, eh bien l'écriture, l'écrit, hein, je veux dire la maîtrise de la codification des signes linguistiques, c'est le point cardinal, si ce n'est le point central, par où on passe et par où on repasse et par où on ne finit pas de repasser. Hein, l'écrit, c'est le cœur de cette culture dans le sens occidental du terme, hein, en fait. Parce que bon, il y a tout un tas de sens, il y a tout un tas de cultures qui n'ont pas forcément d'écriture. Mais pour nous, l'écrit est au centre de notre culture. L'écriture est apparue chez les Mésopotamiens, comme vous le savez peut-être. Hein. Elle est apparue en forme de coin, pour commencer, et oui, cunéiforme. Hein. Et elle se diffuse à partir de là, à partir de cet espace géographique qu'est l'Irak, la Syrie, la Palestine, etc., le croissant fertile. Hein. À partir de là, elle se diffuse dans toutes les directions et elle subit, cette écriture, les métamorphoses que les terrains où elle s'expose lui font subir. Alors par exemple en Égypte, hein, elle devient une écriture hiéroglyphique chez les Égyptiens. Et elle devient, dans ce cas-là, c'est intéressant à noter, la chasse gardée d'une caste de prêtres, d'une caste spécifique de savants qu'on appelle les scribes, qui en fait sont des pseudo-savants, hein, car leur unique talent à ces scribes consistait en la maîtrise justement de ces signes linguistiques et de leur signification. Et ils avaient grand soin d'éloigner l'intelligence du vulgaire de ces signes, justement. Ils les complexifiaient de façon gratuite à dessein, hein, pour embrouiller justement le profane. Et ils pouvaient ainsi prétendre être les seuls et les vrais dépositaires, les seuls récipiendaires de ces communications magiques, hein, en provenance ou à destination de l'au-delà. Ils évoluaient ainsi dans des sphères où le commun des mortels ne pouvait pas avoir accès, et ils se garantissaient à eux-mêmes, hein, à cette caste, sur le vulgaire, sur le commun des mortels, l'assurance d'une domination autant spirituelle que temporelle. Il en va de même aujourd'hui lorsque nos médias modernes invitent sur leur plateau ce qu'on a coutume d'appeler des spécialistes. Et ils viennent là, il y a un terme tout à fait significatif, ils viennent là pour décrypter quelque chose. Même Le Monde a son décryptage, là, c'est cette espèce de truc là, qui ressemble vraiment à rien, quoi. Enfin, décrypter. Pourquoi décrypter? Parce que c'est crypté, justement. Hein, et il faut donc rendre intelligible aux vulgaires que nous sommes les choses qui... Alors, la plupart du temps, c'est pour nous faire gober des couleuvres. Hein, c'est pour nous faire avaliser quelque chose contre quoi, naturellement, on éprouve une répulsion instinctive. Et puis, pour nous faire une démonstration en bonne et due forme, nous montrant que, ben non, on a tort, hein, c'est tout à fait pour notre bien. Et puis on est là, puis on dit, ah oui, c'est vrai ça, c'est super. Ah, c'est génial. Eh oui, mesdames et messieurs, la culture, c'est de la miel, et l'écriture, le cryptage, c'est de la gelée royale. Hein. Mais les scribouillards égyptiens, revenons à eux, au passage. Au passage, il faudra m'expliquer un truc. Hein. Pourquoi est-ce qu'ils ne s'asseyaient jamais sur une chaise? Ils étaient toujours assis en tailleur, là. Et ils se sont fait craquer leur code. Hein. Bon, bien sûr par Champollion, mais bon, ça c'est venu très très longtemps après. Mais avant ça, ils se sont fait craquer leur code par les gars avec qui ils faisaient du commerce, par les Phéniciens. Et en particulier, chez les Phéniciens, ceux qui étaient originaires d'une ville qui plus tard s'est appelée Byblos. Eh oui,
Parce qu'on ne la fait pas à l'envers à des étrangers avisés et roublards, comme on peut la faire à l'envers aux troupeaux abrutis de ses concitoyens, hein, aux gens hypnotisés par les signes chatoyants, là, et puis on prononce 2-3 formules magiques, et puis hop, les mecs, ils essayent pas, ils cherchent pas à savoir, à comprendre plus, quoi. Les gens de Byblos, eux, ils ont fini par remarquer que tout cela n'était ni plus ni moins qu'un système de notation des consonnes qui était maintenu à dessein compliqué pour en réserver l'usage et la maîtrise à ceux qui savent. Ces braves Phéniciens ont été les passeurs, les passeurs de signes entre l'Orient et l'Occident. Ben oui. Et ils ont simplifié à l'extrême ces hiéroglyphes égyptiens une fois qu'ils ont compris. Ils ont saqué tout ce qui était du décorum, et puis ils ont gardé la notation des signes sous forme d'alphabet, l'alphabet phénicien, la pure notation, au moyen d'une petite trentaine de signes, pas plus, des sons consonantiques de leur langue sémitique, une langue proche de l'araméen, du chaldéen, de l'arabe, donc des sons consonantiques. Et puis, les Grecs, comme les Phéniciens, sont des grands navigateurs, des grands voyageurs. Donc Phéniciens et Grecs ont été en contact très rapidement. Ils étaient en contact et ils ont vu ces signes phéniciens et ils ont demandé un petit peu ce que c'était. Ils ont vu un Phénicien là qui était en train d'écrire un truc. Il fait: mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de faire quoi là? Ça veut dire quoi ce que tu fais là? Eh ben c'est de l'écriture, mon vieux. Je suis en train de noter des signes linguistiques que l'on s'échange à l'oral, mais là c'est une représentation écrite. Ah bon? Putain, mais comment ça marche? Montre-moi, etc. Et puis voilà, ils leur ont transmis l'alphabet, sauf que les Grecs, dans leur langue, ils avaient besoin aussi de noter des voyelles, donc ils ont amélioré, adapté cet alphabet qui est devenu alpha, bêta, gamma, delta et consorts. Et puis des Grecs ensuite aux autres, au latin, etc., etc., par tout le monde entier, ou presque tout le monde entier. Laissons pour un moment de côté les peuples sans écriture, nous en parlerons un autre jour, et revenons à ces braves Phéniciens, des passeurs. Oui, les Phéniciens, ce sont des passeurs de signes entre Orient et Occident. Ah, ça sonne comme une espèce de publicité, n'est-ce pas? Comme une déclaration de bonne intention, genre donnons-nous la main par-dessus toutes nos différences, car en fait nous sommes tous des frères, qui que nous soyons, d'où que nous soyons. Alors si vous êtes atteint de cette maladie-là, allez vite s'il vous plaît vous faire soigner. Il y a des traitements contre ça. Ça prend du temps, mais ça se guérit au bout du compte. Alors, parce que s'il y a bien quelque chose qui n'est pas passé entre l'Orient et l'Occident, eh bien c'est l'usage qui est fait des signes linguistiques. Je veux dire la place que l'écrit a occupée dans les cultures respectives. Pour simplifier, faisons deux pôles opposés. D'un côté Athènes, de l'autre Jérusalem. Que se passe-t-il à Athènes? Athènes, la cité grecque, la multiplicité des cités-États, dans des relations complexes qu'ils entretiennent avec des autres cités, chacune est une tentative, un essai, une expérimentation, à la fois sociologique, à la fois artistique, à la fois philosophique. Chaque petite île des Cyclades et du Dodécanèse, c'est l'exploitation protéiforme dans plusieurs directions simultanées de toutes les inventions ou de tous les progrès que l'on peut espérer faire, médecine, théâtre, géométrie, philosophie au singulier, philosophie au pluriel, autant d'essais concurrents pour tenter d'inventer quelque chose, de percer grâce à cet écrit, grâce à cette mémoire, parce que ça se transmet, les secrets de la nature, quelque chose de cet ordre-là, d'avancer. Il y a cette idée de construction, qu'on progresse sur les acquis de chaque génération ou de chaque penseur ou de chaque écrivain qui, s'il a fait une avancée digne d'être retenue, eh bien la consigne par écrit. De l'autre, à Jérusalem, changement de décor. Ou plutôt dans ce retrait de Jérusalem que fut pour les Juifs l'exil babylonien. Ici, la vérité ne se cherche pas, la vérité est imprononçable. Le nom de Dieu, on ne le prononce pas car il est au-delà de toute fétichisation. Pas de statuaire, pas de représentation humaine, pas d'allégorie, pas de théâtre, fût-il un théâtre d'ombre. Une caste de prêtres
sacrificateurs, comme il y avait en Égypte, mais ici ils ont le nom de lévites, qui veillent sur l'écriture, qui élaborent l'écriture, qui en maîtrisent le corpus, qui taillent et qui retaillent toute excroissance, et qui présentent, de retour d'exil, après plusieurs dizaines d'années, le résultat achevé de leur travail, leur Torah, qui est en même temps un titre de propriété sur une terre qui leur est promise selon ce qui est écrit dans la Torah, bien sûr. Bon, petit tour de passe-passe au passage. Eh oui, ça fait pas de mal. Mais oui, mesdames et messieurs, en tout cas, tout ça c'était pour dire qu'entre Athènes et Jérusalem, il y a plus que des nuances. Et s'il devait ne subsister de commune qu'une seule chose entre les deux pôles de notre monde occidental, je dirais que cependant, en Judée comme au Péloponnèse, la culture, c'est de la miel.